Midi 13h, Sud Radio dans tous ses états, Benjamin Glaise. Et on prend le temps du débat Sud Radio Parlons Vrai avec des concepts qui peuvent sonner un peu creux parfois, mais qui sont pourtant essentiels. Qui plus est en temps de crise, au moment où il est d'autant plus difficile de prendre du recul. État d'urgence sanitaire, état de droit, libertés individuelles face aux restrictions, aux obligations. Le recul, on va le prendre tout de suite sur Sud Radio avec notre invité du Face à Face. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le Face à Face. Ce face-à-face sur Sud Radio, aujourd'hui dans Sud Radio dans tous ses états, on est avec Nicolas Leblond qui nous rejoint, doyen de la faculté de droit et d'administration publique de Valenciennes et auteur de cette tribune dans le Figaro Vox. Covid-19, voulons-nous vivre à vie sous un régime de restriction de liberté? On va en parler de cet état de droit notamment. Bonjour Nicolas Leblond. Bonjour, merci de votre invitation. Bonjour Nicolas Leblond, c'est un plaisir de vous recevoir ce midi sur Sud Radio. Effectivement, tribune très intéressante que vous avez publiée sur le Figaro Vox et le titre notamment est important. Joseph nous le donnait à l'instant. Voulons-nous vivre à vie sous un régime de restriction de liberté? C'est une façon de dire, d'une certaine façon, Nicolas Leblond, qu'il n'y a pas de fatalité, mais qu'il y a urgence à réfléchir en tout cas sur cette question-là. C'est une façon de dire que, vu l'évolution de la maladie, vu manifestement son caractère endémique, c'est-à-dire qu'elle va durer dans le temps, et vu les restrictions qui sont toujours proposées, il est temps certainement de se poser la question de est-ce que nous voulons que ça devienne un état permanent, et comme on est en année présidentielle, l'objet de ma tribune, c'était d'un peu d'alerter et d'interpeller les candidats pour leur dire dites-nous ce que vous en pensez et allons-nous vraiment devoir vivre à l'avenir sous un régime de restriction, de passe vaccinal, etc. Concrètement, alors vous avez parlé du pass vaccinal qui va débuter son parcours législatif aujourd'hui avec la commission des lois. Concrètement, en quoi il est menacé au-delà de ce pass vaccinal aujourd'hui notre état de droit, Nicolas Leblond? Bien, en fait, il faut distinguer deux choses, la forme et le fond. Sur la forme, notre état de droit existe et il fonctionne correctement. Les lois sont votées par le Parlement, qui est élu, elles sont contrôlées par le Conseil constitutionnel. Mais dans le fond, on peut peut-être discuter parce qu'on voit bien qu'il y a une centralisation du pouvoir. Les mesures sont prises en Conseil de défense, le Parlement est réduit à une chambre d'enregistrement. Et puis aussi, les éléments de les juridictions de contrôle, que sont le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel, apparaissent véritablement alignées en réalité, et peut-être comme elles aussi des chambres d'enregistrement. Il y a une proximité avec le pouvoir qui est certainement une proximité intellectuelle, mais aussi de formation et de nomination de aussi. Travail. Ouais, de domination pour peut-être. Le Conseil constitutionnel. Qui fait que on a un état de droit qui, sur le fond, dysfonctionne. On ne va pas dire qu'il n'existe pas, évidemment, mais il dysfonctionne certainement. Il n'y a plus vraiment de contre-pouvoir. Ce qui est surprenant, c'est ce qu'on a appris justement. Alors l'écart peut-être est intéressant, la comparaison avec la Belgique où le Conseil d'État a décidé hier de suspendre la fermeture des salles de spectacle. Ça voudrait dire que, si je vous entends bien là, c'est difficilement envisageable en France aujourd'hui? Quand on lit les décisions que le Conseil d'État a rendues pendant cette crise, quand on lit l'avis qu'il a donné au projet de loi qui va être étudié, on se dit que le Conseil d'État est totalement en lien et totalement aligné même avec le gouvernement. Je ne sais pas si vous avez lu l'avis du Conseil d'État, mais dans son avis au point 8 notamment, il explique au gouvernement le pass vaccinal, comme de toute façon la vaccination n'empêche pas la transmission ou les contaminations, il dit finalement il faudrait intégrer à la réflexion et à l'objectif le fait de ne pas surcharger les hôpitaux. Et en fait, le Conseil d'État dit une chose très simple, il dit puisque la base de réflexion ne fonctionne plus et ne permettrait pas de valider la loi, changeons la base de réflexion, changeons le paradigme. C'est un peu comme si en cours de jeu, on changeait les règles afin de pouvoir valider un résultat. Avec, alors vous parliez du fond et de la forme, mais sur le fond, on a peut-être une bascule à travers cette crise sanitaire avec la question d'un côté des libertés individuelles qui sont érigées en principe et qui deviennent peut-être finalement l'exception. Ça, c'est une bascule que vous avez constatée et que vous avez expliquée notamment dans cette tribune que vous avez publiée. Oui, et puis je suis pas le seul. De nombreux juristes, je pense à Muriel Fabre-Magnan par exemple, ou encore aujourd'hui François-Xavier Bellamy dans sa tribune au Figaro, disent la même chose. Il faut revenir un
petit peu au principe. La liberté n'est pas la licence. C'est-à-dire que la liberté a toujours nécessité des bornes, des limites pour exister. Hein. C'est Rousseau, c'est le contrat social. Mais la limite, jusqu'alors, était considérée comme une exception, une borne. Or, depuis plusieurs années, et ça s'est aggravé avec le Covid, on voit l'érection continue de limites et dans tous les aspects de nos vies. Le champ des libertés est de plus en plus contraint et à la force, on a le sentiment que la liberté devient une tolérance de notre gouvernement, une sorte d'obole, un os à ronger. Et il y a un renversement finalement de paradigme et que le pass vaccinal, à mon sens, illustre. C'est que on nous dit en fait vous êtes libre avec le pass vaccinal, libre de choisir entre la vaccination ou la non-vaccination. Mais sur le fond, c'est un leurre. Ne pas être vacciné va empêcher l'exercice d'une très grande partie de liberté individuelle. On ne pourra plus se déplacer, on ne pourra pas avoir une véritable vie sociale, pas de loisirs. De très fortes chances aussi qu'on puisse exercer un travail. C'est déjà le cas pour certaines professions. Il n'y a pas d'accès à la culture. En fait, la liberté n'est pas ici limitée, elle est conditionnée. Et ça, c'est un véritable changement. Parce que si la liberté est conditionnée, elle n'est plus une liberté en réalité. Et on a l'illustration dans les propos d'une députée, je crois, du Tarn, qui nous a dit que la liberté devait être collective et plus individuelle. Et en fait, on arrive à cette conception de la liberté que l'individu n'existe plus, l'individu ne doit plus compter, seule la masse doit importer. Moi, ça me fait peur. Mais d'autant plus, alors, Nicolas Leblond, avec la crise qu'on connaît aujourd'hui et les connaissances qu'on a de plus en plus sur l'efficacité de ces vaccins, où on voit que ça diminue la contamination, les cas graves, mais ça les supprime pas totalement. C'est-à-dire que, en fait, cet intérêt collectif qu'on avait et qui était mis en avant par le gouvernement au tout début, il en prend peut-être un coup aussi à ce moment-là. Oui, l'intérêt collectif, il est... comment dire ? En fait, avec cette vaccination, on a l'impression que on va tout le temps devoir payer notre taxe, en quelque sorte, pour pouvoir jouir de notre liberté. Et l'intérêt collectif, il finit par écraser en réalité. Et moi, ce qui me fait peur, c'est qu'à force de contraintes, on ne vive plus et que c'est... Au-delà de notre état de droit, c'est notre démocratie qui pourrait être mise en danger. Parce que c'est ce que vous dites dans votre tribune, notamment sur cette vigilance et cette comparaison au régime autoritaire où là c'est la masse qui compte et l'individu ne compte plus. C'est ça la dérive finale finalement à cela. Oui, j'ai regardé ces derniers temps divers films, je pense à Minority Report, ou Demolition Man ou encore La Servante écarlate. Et dans cette dystopie, on a vraiment l'impression de rencontrer des choses qu'on vit actuellement. C'est-à-dire que on a des conditions pour pouvoir exercer nos droits, on est surveillé en permanence. Demain, on nous dit que des personnes privées qui ne sont pas investies d'un pouvoir particulier vont pouvoir contrôler l'identité. Et en fait, il y a des restaurateurs, notamment les professionnels. On en vient à une espèce de société que dans ma tribune j'ai qualifiée puritaine. C'est la surveillance de tous par tous et c'est l'accès à la vie à la condition d'être pur. De présenter les certificats de pureté, entre guillemets, je sais que j'y vais un peu fort, mais les certificats de pureté en quelque sorte, pour pouvoir accéder aux différents aspects de la vie. C'est la question, est-ce que c'est une première étape ou pas? Parce qu'à ce moment-là, si on envisage effectivement cette notion de passe vaccinal, c'est-à-dire jusqu'où on ira? Est-ce que il faudra à ce moment-là prouver qu'on mange bien, sainement, pour ne pas représenter un risque de mort précoce, de peser plus lourdement sur les finances de l'État, peut-être? C'est ça, c'est ce que je disais dans ma tribune. Je disais que la pente qui est empruntée avec le pass vaccinal est une pente qui n'a pas de raison de s'arrêter. Et je donnais notamment l'exemple de la grippe et du cancer. Et on m'a rétorqué, oui, mais c'est différent parce que le Covid, c'est contagieux. Mais en fait, moi, je parle pas je parle pas d'un point de vue médical, je parle d'un point de vue politique, d'un point de vue social. On nous dit le Covid c'est dangereux parce que ça fait peser un poids sur la société, sur les hôpitaux. C'est un coût pour la société. Et donc il faut le contrôler. Oui, mais à ce compte-là, c'est la même chose pour à peu près tous les risques que nous vivons, pour la grippe, pour le cancer. Et je crains demain que cette idée de permis
soit élargie. Vous pourrez avoir accès à différentes choses si vous êtes vacciné contre la grippe. On nous demandera nos analyses sanguines avant d'être soigné ou de savoir si on a le droit d'entrer dans un restaurant qui sert de la nourriture un peu grasse. Évidemment que tout ça est un peu caricatural, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un esprit derrière cela. Moi, j'espère que, évidemment, c'est parce qu'on est en période de crise et que nos gouvernements ont bien conscience et ne veulent le faire que temporairement, mais il faut le dire. Que pour les raisons sanitaires. C'est vraiment, j'aimerais qu'on le dise et que ce ne soit pas présenté comme quelque chose qui s'impose et qui fait partie de ce qu'on appelle désormais du cercle de la raison. Parce que si c'est le cercle de la raison, là, ça va s'élargir. Je voudrais en revenir. Parce que vous l'avez dit, hein, c'est important, je le signale et je le répète, vous avez dit, j'aimerais le dire, j'aimerais pouvoir le dire, parce que c'est vrai qu'on a l'impression dans cette logique, alors peut-être du tout sanitaire, il y a un peu qu'une vérité finalement qui est tolérée et le débat n'est peut-être plus possible ou plus autant qu'avant, on n'accepte pas la contradiction finalement. Oui. Et là, je pense parce que en fait, on a des difficultés philosophiques. Notre société est en perte de repères, en perte de valeurs, et on est dans une société qui est purement technique. Et on le voit avec le discours sanitaire. Hein. C'est ce que je dis dans ma tribune. Le discours sanitaire, parce qu'il se place dans une seule dimension qui est technique, il ne connaît pas de limite, pas de garde-fou. Tout lui semble possible. Et le but, c'est d'éviter les malades et les morts. Je pense que notre société est malade de ne plus savoir appréhender la maladie, la mort et en un mot, la fatalité. Il y a une nouvelle idéologie qui n'accepte de fait pas la controverse. C'est le scientisme. Cette idée que grâce à la technique, grâce au progrès, on va pouvoir, nous, humains, tout dépasser, tout surpasser. Je pense que c'est un manque singulier d'humilité et on le voit dans les discours qui étaient tenus. On nous disait, si vous doutiez pas du vaccin, mais de son efficacité, vous êtes un complotiste. Et pourtant, 3 mois après, on se rend compte que la critique n'était pas totalement infondée. Et je dis pas, moi, je suis vacciné, j'ai aucune difficulté avec ça. Je dis simplement et c'est important de le préciser pour nos auditeurs. Là, on réfléchit pas en termes véritablement sanitaires, mais plutôt au sens large, avec justement la question plutôt philosophique et puis en matière de droit aussi. Oui, moi je pense qu'il faut raisonner maintenant en termes politiques. Le droit, c'est de la politique, et c'est de la philosophie. Moi, je n'ai pas les compétences pour m'expliquer ou prendre position d'un point de vue sanitaire. Je dis simplement que, attention, n'abordons pas le sujet d'un point de vue purement technique, parce que à ce compte-là, on arrive à ne plus discuter entre nous et on arrive à ne plus s'entendre. Notre société a besoin de pacification, de paix, et pour ça, elle a besoin d'écoute, de débat, et que chacun soit ouvert au discours de l'autre. Moi, quand j'entends des médecins me parler de médecine, je les écoute avec attention. Mais j'ai l'impression que la réciproque n'est pas tout à fait vraie pour les débats que j'ai avec certains d'entre eux. Le droit, par exemple, la philosophie, la politique n'aurait pas de droit de citer. Une seule vérité serait admissible, c'est la vérité médicale. Mais non, la vie ne se résume pas à la biologie, la vie ne se résume pas à la médecine. Nous avons, pour vivre une vie complète, besoin d'autre chose aussi. Nicolas Leblond, pour conclure en tout cas sur l'évolution aussi de l'opinion des Français vis-à-vis à travers cette crise sanitaire qui dure depuis 2 ans, il y a des choses quand même intéressantes. Je regardais là, il y a un sondage qui date d'il y a à peine 1 an qui indiquait que 52% des Français étaient opposés à la vaccination contre le Covid. On pourrait dire la même chose avec le confinement. Je pense qu'on aurait été peu nombreux avant la crise à se dire prêts à l'accepter. Pourtant, on l'a fait. Comment on explique un changement aussi radical de l'opinion des Français sur ces sujets-là, qui sont des sujets capitaux, importants? Parce que je pense que le peuple français est un peuple intelligent, est un peuple qui réfléchit, puis c'est surtout un peuple de démocrates, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas toujours d'accord, mais ils acceptent la règle, parce que justement on est dans un état de droit où les élections ont lieu et où leurs résultats sont respectés, et ça je pense qu'il faut le souligner, mais ce n'est pas parce qu'on se plie de bonne grâce à une règle, parce qu'on la respecte, qu'on n'a pas le droit de la critiquer. C'est important dans une société que d'autres voix puissent s'exprimer dès lors qu'il y a des arguments. Et je pense que l'évolution des opinions que vous citiez, elle est le résultat du fait que, contrairement à ce qu'on peut parfois entendre, nous réfléchissons tous collectivement.
Et donc, Il faut le souligner, mais ce n'est pas parce qu'on se plie de bonne grâce à une règle, parce qu'on la respecte, qu'on n'a pas le droit de la critiquer. C'est important dans une société que d'autres voix puissent s'exprimer dès lors qu'il y a des arguments. Et je pense que l'évolution des opinions que vous citiez, elle est le résultat du fait que, contrairement à ce qu'on peut parfois entendre, nous réfléchissons tous collectivement. Et donc, Il faut le souligner, mais ce n'est pas parce qu'on se plie de bonne grâce à une règle, parce qu'on la respecte, qu'on n'a pas le droit de la critiquer. C'est important dans une société que d'autres voix puissent s'exprimer dès lors qu'il y a des arguments. Et je pense que l'évolution des opinions que vous citiez, elle est le résultat du fait que, contrairement à ce qu'on peut parfois entendre, nous réfléchissons tous collectivement. Et donc, Il faut le souligner, mais ce n'est pas parce qu'on se plie de bonne grâce à une règle, parce qu'on la respecte, qu'on n'a pas le droit de la critiquer. C'est important dans une société que d'autres voix puissent s'exprimer dès lors qu'il y a des arguments. Et je pense que l'évolution des opinions que vous citiez, elle est le résultat du fait que, contrairement à ce qu'on peut parfois entendre, nous réfléchissons tous collectivement. Et donc, Il faut le souligner, mais ce n'est pas parce qu'on se plie de bonne grâce à une règle, parce qu'on la respecte, qu'on n'a pas le droit de la critiquer. C'est important dans une société que d'autres voix puissent s'exprimer dès lors qu'il y a des arguments. Et je pense que l'évolution des opinions que vous citiez, elle est le résultat du fait que, contrairement à ce qu'on peut parfois entendre, nous réfléchissons tous collectivement. Et donc, Il faut le souligner, mais ce n'est pas parce qu'on se plie de bonne grâce à une règle, parce qu'on la respecte, qu'on n'a pas le droit de la critiquer. C'est important dans une société que d'autres voix puissent s'exprimer dès lors qu'il y a des arguments. Et je pense que l'évolution des opinions que vous citiez, elle est le résultat du fait que, contrairement à ce qu'on peut parfois entendre, nous réfléchissons tous collectivement. Et donc, Il faut le souligner, mais ce n'est pas parce qu'on se plie de bonne grâce à une règle, parce qu'on la respecte, qu'on n'a pas le droit de la critiquer. C'est important dans une société que d'autres voix puissent s'exprimer dès lors qu'il y a des arguments. Et je pense que l'évolution des opinions que vous citiez, elle est le résultat du fait que, contrairement à ce qu'on peut parfois entendre, nous réfléchissons tous collectivement. Et donc, Il faut le souligner, mais ce n'est pas parce qu'on se plie de bonne grâce à une règle, parce qu'on la respecte, qu'on n'a pas le droit de la critiquer. C'est important dans une société que d'autres voix puissent s'exprimer dès lors qu'il y a des arguments. Et je pense que l'évolution des opinions que vous citiez, elle est le résultat du fait que, contrairement à ce qu'on peut parfois entendre, nous réfléchissons tous collectivement. et donc,